Est-ce que tu questionnes les normes de beauté que tu laisses entrer dans ta tête? La beauté change tout le temps. Hier, les corps ronds, puis les corps maigres, puis les formes de Marilyn Monroe, puis l'ultra-maigreur. Aujourd'hui, les formes artificielles des réseaux sociaux. Mais qui détermine vraiment ces normes? Qui décide de ce qui est beau et pourquoi? N'y a-t-il pas là un piège? Nous faire croire que notre corps naturel ne suffit jamais? Bonjour à tous. Je suis professeur d'éducation physique et aujourd'hui je vous propose de réfléchir ensemble aux normes de beauté qui pèsent sur les femmes. Peut-être qu'en prenant de la hauteur, vous serez plus à l'aise dans votre corps. C'est mon but. Quand je parle de normes de beauté, je veux dire toutes les attentes que la société impose à ton corps et à ton apparence. La mode et les normes de beauté évoluent et on pourrait croire que c'est naturel. Mais en réalité, ce sont des constructions sociales. Elles émergent parfois parce que certains acteurs, les médias, les marques ou groupes sociaux, cherchent à dominer, à se différencier ou à vendre. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment, en comprenant ces mécanismes, vous pouvez prendre du recul, choisir les normes que vous acceptez et celles que vous rejetez. Pour commencer, je vous propose de réfléchir à une question simple en apparence. La beauté physique chez une femme est-elle seulement une affaire de goût personnel? Autrement dit, chacun définit-il le beau à sa manière ou existe-t-il des critères universels présents partout sur la planète? Vous allez voir que la réponse n'est pas si évidente. La biologie et la sociologie vont nous apporter des éléments de réponse. La beauté n'est pas seulement une affaire de goût personnel. La biologie fixe certains critères universels. Un corps qui respire la santé, un visage symétrique, une peau nette, des formes liées à la fertilité. Ces signaux parlent à notre instinct bien avant notre conscience. Sans le savoir, nous répondons encore à des réflexes biologiques. Chercher un partenaire qui semble pouvoir transmettre de bons gènes. Mais il existe toujours une part personnelle. Certains seront attirés par un détail atypique, une allure singulière. Et la beauté ne se limite pas au corps, elle tient aussi à l'attitude, aux valeurs, à l'énergie, à l'intelligence qu'on dégage. Nous le savons tous, une personne peut correspondre aux critères physiques et perdre tout aura par son comportement. À l'inverse, quelqu'un qui n'entre pas dans les canons de beauté peut devenir beau ou belle par sa présence. Il y a une autre force encore qui influence les normes de beauté, la société. Car la beauté est aussi une construction sociale. La société et les groupes imposent leurs normes, créent des modes, et nous poussent à croire que notre corps naturel n'est jamais suffisant. Des idées collectives s'imposent et dictent ce qu'il faut admirer ou rejeter. L'histoire nous montre que certaines normes de beauté ont servi à consolider le pouvoir. En Angleterre victorienne, le corset n'était pas seulement un ornement destiné à affiner la taille. Comme l'a écrit Simone de Beauvoir dans Le Deuxième Sexe, il est, je cite, destiné moins à accentuer la cambrure du corps féminin qu'à en augmenter l'impuissance. Le corset limitait le souffle, il limitait le mouvement, il limitait la liberté. Et pourtant, la contrainte semblait venir des femmes elles-mêmes, mères, couturières, revues de mode. Mais dans une société dominée par les hommes, seules les normes qui servaient leurs intérêts pouvaient s'imposer. En réalité, les normes qui survivent, qui deviennent évidentes, sont celles qui, au minimum, ne menacent pas la position des dominants, et au mieux, la renforcent. Ce corset, perçu comme un symbole de beauté et de respectabilité, était en réalité un instrument de servitude. Il en allait de même avec les croyances collectives. Les idées partagées par toute une société comme des règles que tout le monde suit sans discuter. Les croyances collectives dictaient des normes de beauté, ce qu'il fallait cacher, orner ou transformer. Et leurs règles s'imposaient comme naturelles, indiscutables. Mais souvenez-vous, dans une société patriarcale, ce sont toujours les hommes qui valident ces normes. Ils ont retenu celles qui confortaient leur pouvoir,
jamais celle qui aurait pu libérer les femmes. Retenez ceci, l'histoire nous le montre. Les normes de beauté ne sont pas des évidences. Elles sont un langage du pouvoir. Trop souvent, elles ont été forgées pour maintenir l'ordre établi. Si vous voulez être libre, ne les acceptez pas sans les questionner. L'histoire va à présent nous aider à comprendre que les normes servaient parfois à se différencier de groupes sociaux. Dans l'Europe aristocratique, la beauté servait surtout à montrer sa richesse. Perruques, maquillage et peau blanche distinguaient les puissants du peuple. Ce n'était pas seulement pour être beau, c'était pour se distinguer. La beauté était alors un langage social, un signe de richesse, de pouvoir, une manière de dire sans parole « Je ne suis pas comme vous, je suis au-dessus ». Enfin, les normes de beauté qui s'imposent servent aussi parfois une logique marchande. Il s'agit de vendre des produits. Cette fois, inutile de remonter loin dans l'histoire, tu l'auras deviné. L'industrie de la mode, de la cosmétique et aujourd'hui des réseaux sociaux invente sans cesse de nouveaux idéaux esthétiques. Pourquoi ? Pour que chacun ait l'impression que son corps naturel ne suffit jamais et qu'il faille acheter la crème, le vêtement, le régime ou l'opération censée combler ce manque. La beauté devient alors un marché permanent, un système qui prospère en fabriquant de l'insatisfaction. Vieillir, c'est normal, mais chaque ride est présentée comme une faute. Alors on vend des crèmes hors de prix, puis du botox, puis des opérations. Ton âge devient un marché. Dans les années 1990 et 2000, il y a eu ce que les sociologues appellent l'ère de l'ultra-maigreur. Période durant laquelle la minceur était très mise en avant. Pourquoi ? Parce que sur un corps qui disparaît, ce sont les vêtements qui brillent, la robe, le tailleur, le jean. Et c'est ce que souhaitaient les stylistes. Mais ce modèle a vite été récupéré par un immense marché de la minceur. Régime, pilules, magazines spécialisés. Tout un système a prospéré sur l'idée qu'il fallait être toujours plus mince pour être belle. 10 ans plus tard, le culte de la maigreur a laissé place au body positive. À l'origine, ce mouvement prônait l'acceptation de toutes les morphologies. Mais sa récupération médiatique a mis en avant une image spectaculaire. Les formes très accentuées, surtout les fesses. Pourquoi ? Parce que les réseaux sociaux amplifient ce qui attire le plus le regard. Parce que des célébrités ont incarné ce modèle. Et parce qu'il ouvrait un marché immense. Ainsi, un mouvement inclusif a été réduit à une nouvelle norme, spectaculaire et marchande. Ce n'est pas le marché qui a inventé ce modèle. Des courants culturels ou sociaux émergent, parfois de manière spontanée. Artistes, minorités, contre-culture, figures emblématiques. Dès qu'ils apparaissent, les industries flairent l'opportunité et surfent dessus pour en faire un marché. Ce modèle des grosses fesses a lui aussi été exploité. Chirurgie, fitness ciblé, vêtements moulants, réseaux sociaux. En réalité, les courants esthétiques naissent souvent en dehors du marché, mais ils sont presque toujours récupérés et transformés en opportunités de vente. Ainsi, peu importe la tendance, maigreur extrême, fesses énormes ou autre, l'industrie surgit pour en faire un produit. Et demain, ce sera autre chose. Et toi, vas-tu penser que ton corps n'est jamais assez ? Qu'il nécessite d'être transformé, adapté ou corrigé ? Mais en faisant cela, ne laisses-tu pas un système dicter ta conduite et tes pensées ? Attention, toutes les normes de beauté ne sont pas toxiques. Certaines sont de simples traditions esthétiques, comme l'usage du henné dans certaines cultures qui ornent sans contraindre. D'autres relèvent de coiffures transmises, d'habits de fête traditionnels ou de bijoux symboliques portés de génération en génération. Ces normes-là donnent de la beauté, de l'identité et de la joie collective. Retenez ceci. Toutes les normes ne sont pas des prisons. Certaines unissent, embellissent, transmettent, mais toutes doivent être questionnées. Alors demande-toi, qui décide pour ton corps ? Quelles normes veux-tu suivre ?
Et lesquels veux-tu refuser? Comment construire ta beauté?